D'un point de vue pratique, si ça m'arrive à moi, personnellement, si ça arrive à mon enfant, si je suis responsable d'un établissement scolaire, que puis-je faire ? On va prendre les 3 cas de figure. Si ça arrive à votre enfant, surtout pouvoir, en tant qu'adulte, il faut toujours avoir cette réponse-là face à l'adolescent. Maintenant, tu m'en as parlé, ce n'est plus ton problème, c'est mon souci. C'est à moi, adulte, à trouver des solutions pour contrôler le phénomène, parce que ce phénomène peut se contrôler. On va en parler en expliquant les solutions qui sont mises d'ailleurs à la disposition des écoles qui ont pour devoir de s'outiller face au cyberharcèlement. On ne peut pas agir en tâtonnant dans le cyberharcèlement. Il faut savoir ce qu'on fait, ce qui est vrai pour le cyberharcèlement, mais aussi pour le harcèlement. Vous devez savoir ce que vous faites. Il y a des outils performants qui sont mis à la disposition des écoles dans le cadre d'un projet Fédération en ligne Bruxelles. Je crois que c'est vraiment important que toutes les écoles prennent possession de ces outils qui sont multiples et qui permettent de contrôler les phénomènes. En tant que parent, il faut aussi savoir que ces outils existent et ne pas rajouter son désespoir à la désespérance de l'adolescent. Parce que sinon, vous créez effectivement un sentiment qu'on ne sait rien faire pour en sortir. Même si j'en parle, j'en sortirai pas. C'est ce qu'on constate parfois d'ailleurs dans certaines zones géographiques. Par exemple, Luxembourg, qui a connu ça l'année passée, l'effet qu'on appelle copycat, quand les journaux traitent de l'information en proposant un visage angélique, la petite fille ou le jeune homme qui se suicide, en proposant des êtres diaboliques qui seraient les harceleurs et en présentant la situation comme sans solution. Ça va créer effectivement à ce moment-là un effet qu'on appelle effet copycat parce que vous allez voir l'image de celui qui s'est détruit, angélisé, et vous l'avez surtout présenté, il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est important qu'on sache qu'il y a des solutions, qu'on sait contrôler ces phénomènes, pour autant qu'on soit outillé suffisamment. Et le rôle des écoles actuellement, c'est en train de se faire. Il y a plus de 500 écoles actuellement qui sont mises en projet et qui sont outillées de manière spécifique pour prévenir le harcèlement et pour réagir en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement. Parce que ce n'est pas une fatalité. Les parents, les enseignants et les adolescents doivent tous le savoir. Dans un établissement scolaire, est-ce qu'il est intéressant d'avoir une personne qui serait Monsieur Harcèlement, à qui on pourrait s'adresser ? Cette personne est amenée à exploser ou à imploser à un moment ou l'autre si elle fait tout. Alors le principe n'est pas de faire ce qu'on appelle une éponge anti-harcèlement, quelqu'un qui prendrait les problèmes du monde entier et qui résoudrait tout. Par contre, avoir une personne de référence pour participer à la mise en place d'un projet global, d'un dispositif qui concerne tous les enseignants, parce qu'ils sont tous concernés par la problématique du harcèlement évidemment, du harcèlement scolaire, et du cyberharcèlement, qui est une forme de harcèlement périscolaire. Parce qu'on sait que 80% des enfants qui sont cyberharcelés participent à la même classe que les enfants cyberharceleurs. Donc on est dans un phénomène de nouveau réel qui se produit dans la classe. Ce qu'on doit absolument faire, c'est outiller chaque enseignant pour qu'il puisse maîtriser le climat de sa classe. Ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui est quelque chose qui ne s'impose pas mais qui se construit. C'est absolument urgent de donner aux enseignants des outils pour permettre de construire ce vivre ensemble au sein des classes, parce qu'on le sait, aucune école, aucune classe n'est exempte de problèmes de harcèlement. Pour des raisons très simples, qui font que dans tous les groupes humains contraints, dès que vous avez un groupe humain qui est amené à rester ensemble et qui est obligé de rester ensemble, vous aurez toujours les mêmes mécanismes qui vont se produire. En tout début d'année, d'ailleurs, vous avez la première phase, on appelle ça l'euphorie communautaire. Les gens sont super contents d'être ensemble. Généralement, d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes, dans l'équipe, vous avez très très peu de conflits. C'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement. Peu de situations de harcèlement, les groupes vivent sur une forme d'euphorie d'être ensemble. À partir du 15 octobre, ça commence déjà à poser des problèmes, à la fois chez les enseignants, qui commencent à parler un peu sur le dos les uns des autres. Ils le font tous, ils n'ont pas le choix, sinon ils ne maintiendraient pas l'euphorie communautaire. C'est des manières de dire, si un tel ou si une telle n'était pas là, on serait quand même mieux. Et dans les classes, on voit ces premières manifestations de rejet. C'est ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement, à laquelle va succéder une haute saison qui commence dès décembre avec le cyberharcèlement et qui est repoussé à janvier pour le harcèlement dit classique. C'est le moment où tout ça est figé. Vous avez des sous-groupes, des couples à l'intérieur de vos classes et des élèves complètement perdus. Alors c'est pour ça que l'enseignant, effectivement, doit pouvoir agir, si possible, avant cette phase-là, qui est une phase très terriblement difficile, parce que l'école, la classe à ce moment-là devient un bloc monolithique. Ça va s'arrêter,
dès le 15 mai, vous voyez nouveau une basse saison arriver. Et c'est ça d'ailleurs qui est dramatique, c'est que vous avez réellement un système saisonnier. Et le problème avec les saisons, c'est que ça produit du fatalisme, mais aussi une usure compassionnelle. Parce que vous avez tous les ans, ça va recommencer. C'est comme les saisons, il y a des gens qui en juin ne sont plus capables de profiter des rayons de soleil parce qu'ils se disent un jour ce sera l'hiver. Eh bien les enseignants, parfois c'est la même chose. Ils se disent de toute façon ça va recommencer. Alors même si ça s'arrête, ça recommencera l'année d'après et vous avez des personnes qui à force d'avoir frotté leurs émotions aux émotions difficiles des élèves qui vivent dans la classe finissent par vivre ce qui est l'ancêtre du burn-out, qui est l'usure de compassion, dont on trouve d'ailleurs les traces en 1911 dans une maladie qu'on appelle la neurasthénie de l'instituteur. Ce sont réellement des mécanismes pour lesquels il est urgent d'outiller les enseignants parce que sinon, vous les exposez à ces procédures permanentes. Si vous mettez une seule personne pour s'occuper de tout, il va devenir une éponge à un problème, à la fois de ses collègues, mais aussi ceux qu'il va vivre dans chacune de ses classes, et il va inévitablement imploser. Ce qui est important, c'est de mettre en place des dispositifs complets dans lesquels on peut gérer le climat de classe quand c'est possible, et rappeler la loi, parce qu'il y a aussi des lois qui interdisent à un moment donné un certain nombre de pratiques, notamment l'usage asocial d'un réseau social. Et ça, c'est pas seulement la classe, c'est toute l'école. Et c'est pour ça qu'on travaille actuellement à une révision complète des règlements d'ordre intérieur pour qu'on puisse, et des structures qui permettent de relayer ces règlements, pour qu'on puisse séparer les règles, les normes, ce qui organise le vivre ensemble, et les lois, ce qui permet à chacun de vivre dans un espace citoyen suffisamment sécurisant.